Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent créer la perméabilité intestinale, comme le stress, comme les candidoses intestinales, comme dans l'alimentation, une grosse partie des additifs qu'on va y retrouver. Et après, je pense qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, parce qu'il y a bien des études qui ont été faites, et des études, il y en a, mais on peut en trouver plus d'une 50aine, par des labos complètement neutres, qui ont montré ce lien entre ce régime, enfin ces modifications alimentaires faites suite à un test, et des problèmes de surpoids, des problèmes d'inflammation, des problèmes ORL, même des problèmes de maladies auto-immunes, notamment les problèmes liés à la thyroïde, hypothyroïdie d'Hashimoto. Ça, on a des produits sans gluten. Alors oui, ça facilite la vie aux gens, mais regardez l'étiquette, les gars, parce que ça fait peur quand même. Et dans le cas des hypersensibilités alimentaires, on va avoir des petits bouts de protéines qui vont traverser l'intestin alors qu'ils ne sont pas encore assez bien digérés, assez bien prédécoupés. Le corps, lui, il voit ça comme un ennemi. Il envoie dessus des anticorps de type IgG, donc immunoglobuline G, qui viennent activer le reste du système immunitaire pour le détruire. Mais comment ? On nous aurait menti sur l'alimentation, on ne peut pas ingurgiter tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure sans conséquence. Mais quelle horreur. Bref, je rigole parce que voilà, ça fait quand même quelques années qu'au chou on en parle. Mais ça fait toujours plaisir d'échanger comme ça. Mais Sabrina, c'est juste, c'est une pépite. Sabrina Marnet-Letellier, welcome, bienvenue au chou. Merci, ravie d'être là. Avec grand plaisir. Aujourd'hui, on va parler de votre histoire, on va parler d'alimentation. Vous avez un parcours qui est surprenant. Moi, j'ai eu la chance de faire votre connaissance au travers des éditions Lanor, où vous avez édité votre... C'est le premier d'ailleurs. Oui, c'est ça. Votre tout premier ouvrage qui s'appelle Hypersensibilité alimentaire et émotionnelle. Donc, autant dire que toutes les personnes qui traversent le chou vont juste être extrêmement intéressées par ce que vous avez apporté dans ce livre que au final, j'avais un petit peu d'appréhension. Je me suis dit, oh là là, encore un truc sur l'alimentation, mais en fait, il est super autonomisant. Il est hyper agréable à lire, il est très très simple, accessible, mais pas non plus, comme je dis, neuneux. C'est qu'il apporte vraiment quelque chose de plus, et ça, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, et je m'en réjouis. Par contre, il faut qu'on commence par ça. Mais comment on passe de l'agroalimentaire à devenir nutrithérapeute et micronutritionniste? Alors chez moi, il y a un fil rouge. Il est dur à trouver, mais il y en a quand même un, c'est le plaisir de manger et le goût pour l'alimentation, en fait. Donc quand j'ai commencé mes études, je savais pas trop quoi faire. On va dire que j'étais bonne partout. Alors oui, je sais, ça fait un peu prétentieux de dire ça, mais n'empêche que ça facilite pas les choses quand on est aussi bon en français, en maths, en bio, etc. Et finalement, j'avais une chose qui m'intéressait vraiment, c'était de cuisiner. Donc je m'étais dit, tiens, bingo, je vais rentrer dans l'agroalimentaire, surtout alimentaire d'ailleurs plus que agro, pour développer des nouveaux produits. C'était mon rêve, développer de nouveaux produits. Et je me suis rapidement aperçue que, en fait, pas du tout. C'était pas déjà en travaillant en recherche et développement qu'on développait des nouveaux produits. Ça venait du marketing. Donc j'étais un peu frustrée. Du coup, je suis passée en marketing et j'ai été tout aussi frustrée parce que finalement, ça correspondait pas vraiment à mes valeurs. On me demandait soit de faire comme le concurrent, soit de développer des produits qui coûtaient moins cher, mais qui avaient toujours le même goût. Bref, ça correspondait pas à mes valeurs. Donc j'ai eu une envie de partir, et à ce moment-là, comme par hasard, j'ai eu des problèmes de santé qui m'ont justement amené à découvrir la micronutrition, et qui était vraiment une approche à la fois plus précise, mais aussi plus large et plus personnelle de l'alimentation, de la nutrition. Et alors là, ça a été la révélation, vraiment le jour et la nuit.
je me suis dit, mais en fait, c'est ça que je veux. C'est pas juste dire aux gens, bah, manger, c'est tant de calories, tant de sucre, tant de machin, et puis attention à ça, c'est dangereux. Non, c'est dire, ben, on peut jouer sur sa santé grâce à ce qu'on mange. On peut avoir, enfin, c'est en ayant une alimentation vraiment personnalisée, individualisée, qu'on peut venir jouer sur ses propres faiblesses, sur son propre métabolisme. Je dis, mais c'est génial, on a un pouvoir en nous qui est juste waouh, et on le sait pas. Et donc voilà, du coup, je me suis formée à la micronutrition. Et puis, bah, de fil en aiguille, j'en suis arrivée à être nutrithérapeute. Avant qu'on passe justement sur votre arrivée dans la nutrithérapie et tout cet univers-là, il y a un truc là quand même qui me perturbe. Donc en fait, on développe des produits dans l'agroalimentaire d'abord par le biais du marketing. C'est ça. Alors c'est là où on se dit on marche sur la tête, c'est-à-dire qu'on forme des gens en recherche et développement, des ingénieurs pour développer des recettes. Mais en fait, l'idée de qu'est-ce qu'on veut, du brief produit, etc., ça vient du marketing. Donc des gens qui n'ont jamais fait de nutrition, qui pour la moitié ne cuisinent même pas chez eux, et qui vont dire aux ingénieurs, ah ben il vous faut développer un produit qui est ça, ça, ça comme caractéristique. Alors, dans le meilleur des cas, si c'est pas copier le voisin, c'est quelque chose qu'ils ont imaginé dans leur tête, mais qui est absolument pas réalisable. Et quand on tombe sur des personnes qui n'ont pas forcément cette imagination ou qu'on a bridé aussi, bah ça va être juste de copier le voisin parce qu'il a eu une super idée. Donc c'est très très frustrant. Quand on arrive là-dedans, c'est vraiment très frustrant. Moi, je me permets de faire un parallèle, c'est une interview que j'ai pas encore publiée, où la personne disait, au niveau de la santé, d'abord on va penser argent avant de penser santé. Et on retrouve de nouveau ça dans l'agroalimentaire. Voilà, c'était pas un sujet prévu au programme. De toute façon, j'allais faire des parallèles entre ces deux univers que vous avez bien explorés avant de justement avoir ce petit souci de santé où là, dans votre livre, vous racontez votre histoire de façon juste simple, hyper agréable à lire et très très claire, pragmatique, avec quand même, quand on arrive à lire entre les lignes, des vraies pépites. On parle de normalisation du stress en entreprise, on parle de tout ça, mais à quel moment ça a commencé à chuter? Qu'est-ce qui s'est passé en 2010 pour que ça dégringole? Ben en fait, alors c'était un petit dégringolage, enfin, on va dire que c'était progressif, c'est-à-dire que j'ai toujours été assez fonceuse, beaucoup d'énergie à faire. Enfin, dès que j'ai quelque chose qui me passionne, je peux déplacer des montagnes. Et oui, à partir de 2009-2010, j'ai commencé petit à petit à être plus fatiguée. Et puis à commencer à avoir des blessures que j'enchaînais, des tendinites qui mettaient des plombes à se guérir. Et puis des migraines qui au début étaient une fois par mois, puis c'est devenu petit à petit une fois par semaine. Donc voilà, des petits signes comme ça, c'était jamais trop gênant, mais à la fin, mis bout à bout, je me suis rendu compte que j'avais l'impression de vivre dans le corps d'une femme de 75 ans, alors que j'en avais 30, quoi. Enfin, et là, je me suis dit, là, il y a un problème. Là, il y a un problème. 30 ans et sportive en plus, hein. Oui, c'est ça, je faisais de la danse classique, ça faisait 25 ans que je faisais de la danse classique, j'en avais fait vraiment à haut niveau, où j'y allais 5 fois par semaine. Là, c'était dans une période en plus où j'avais un petit peu ralenti parce que j'avais un travail qui était plus prenant. Donc je comprenais vraiment pas d'où ça pouvait venir. Et puis bon, on se dit toujours, oui, je travaille beaucoup. Effectivement, j'étais cadre, alors je faisais quand même pas mal d'heures par semaine. Donc on trouve toujours quelque chose pour expliquer cette fatigue. Ah bah, c'est le stress, c'est la saison, c'est l'âge. Mais au bout d'un moment, voilà, je me suis quand même regardée en face et je me suis dit non, là c'est pas normal. Je suis vraiment pas dans un état normal et d'être toujours blessée. Enfin, je comptais les jours sur l'année où j'arrivais à danser sans avoir mal. Je me suis dit, ah, il y a un problème quand même. Et ça pèse sur le moral, en plus d'avoir une activité qui est super stressante, ça C'est fait ça. tout dégringoler et on se retrouve avec un corps qui n'arrive plus et une tête qui n'arrive plus non plus. Alors, C'est- j'imagine que le premier réflexe a été
direct médecin. Exactement. Bah, disons qu'à l'époque, oui, c'était alors même si j'étais déjà ouverte aux médecines douces, hein, depuis que j'ai 8 ans, je vais voir des ostéopathes. J'ai toujours été suivie par un médecin homéopathe. Donc voilà, moi j'ai jamais pris d'antibio de ma vie, je crois. C'était toujours l'homéopathie. Donc premier réflexe, effectivement, je vais voir le médecin pour faire des analyses, pour voir où j'en étais, quoi, tout simplement. Pour moi, tout se voit sur les analyses, c'est logique. Et quelle a été la réponse? Eh ben, la réponse, ça a été, OK, on fait des analyses, sauf que les analyses sont revenues à peu près nickel, sauf une carence en fer, mais qui me suivait depuis à peu près 15 ans. Donc, à part ça, tout va bien, madame. Et- Donc, au bout d'un moment, tout va bien, madame, et j'insiste, et je me suis dit, c'est peut-être mon alimentation, parce que c'était une période où on commençait quand même à parler des intolérances au gluten. Je me suis dit, c'est peut-être ça, moi, le gluten, j'en mange une certaine quantité. Et alors là, surprise, parce que je m'attendais surtout pas à ce genre de remarque de la part d'un médecin qui était déjà acupuncteur homéopathe. Il m'a dit, oh mais non, l'alimentation, ça n'a pas de rapport, soyez moins stressés, ça ira mieux. Bon, j'ai pris ça comme on se prend une porte dans la figure. Et il y a une phrase, moi, qui m'a perturbé, qui me perturbe toujours quand je l'entends, c'est mais c'est dans votre tête. C'est ça. C'est d'une violence. Waouh! C'est impressionnant. Alors oui, c'est sûr que c'est beaucoup plus facile d'avoir une jambe cassée que quelque chose de visible, parce qu'on a tous, je pense, besoin d'être connus et reconnus dans nos faiblesses ou dans nos problèmes, dans nos situations un petit peu disharmonieuses, pas agréables. Mais là, d'entendre de la bouche d'un médecin, c'est dans votre tête, le problème de gluten n'est qu'une tendance, n'est qu'un effet de mode et ça va passer, j'imagine que ça doit remuer. Ah ben moi, j'ai une colère qui est montée tout de suite. C'est vraiment mon côté hypersensible qui s'est réveillé de se dire, mais je suis pas reconnue dans ce que je vis, parce que pour moi, c'était bien dans mon ventre, quoi. Enfin, même pas dans mon ventre, c'était dans mon corps. Parce que finalement, le ventre, il allait pas si mal. C'était vraiment, voilà, ces maux de tête toutes les semaines, ces tendinites qui ne passent pas, cette fatigue qui était toujours là. Je me dis, pourtant, j'ai toujours été stressée. Donc, pourquoi est-ce que maintenant, là, j'ai cette fatigue qui est là? C'était trop simple, en fait. C'était un peu, tiens, je te renvoie la balle, quoi. Mhm. Oui, écoute, non, il n'y a rien, débrouille-toi, en fait, ça va te passer, prends des vacances. Voilà. Bref, et quand on le vit seul, on a tout d'un coup l'impression d'être totalement abandonné, mais là, vous rencontrez quelqu'un se pose sur votre chemin qui vous dit il y a un petit truc, hein. C'est ça. Et justement, alors je sais même plus comment je suis arrivée jusqu'à lui, mais je me suis dit, du coup, il faut que je trouve un médecin qui soit formé à la nutrition. Mhm. Et je crois que c'est à peu près à cette période-là où j'avais découvert la micronutrition, parce que j'avais pour projet de développer une gamme de produits et je voulais l'adapter aux besoins nutritionnels des sportifs. Et donc j'avais découvert la micronutrition et je me suis dit, ouais, tiens, un médecin micronutritionniste, ça peut être bien. Donc j'avais fait, je sais plus combien de kilomètres pour aller le trouver parce qu'il habitait pas à côté de chez moi. Mais je me suis dit, s'il y en a un qui peut me comprendre, c'est peut-être lui. Et pour le coup, j'étais bien tombée parce qu'effectivement, il travaillait tout à fait dans cette optique de faire le lien entre l'alimentation et les problèmes de santé. Mhm. Voilà, et on arrive à découvrir l'hypersensibilité alimentaire qui a été le sujet de ce livre. Et pour être sûr, parce qu'il y a, il y a beaucoup de termes souvent, on n'est pas toujours parfaitement informé de tous les termes. Qu'est-ce que l'hypersensibilité alimentaire? Alors l'hypersensibilité alimentaire, en fait, c'est une réaction qui fait intervenir le système immunitaire. Donc quand on va manger un aliment, cet aliment, notamment les protéines de cet aliment, sont découpées en petits bouts. Et dans le cas des hypersensibilités alimentaires, on va avoir des petits bouts de protéines qui vont traverser l'intestin alors qu'ils ne sont pas encore assez bien digérés, assez bien prédécoupés. Le corps, lui, il voit ça comme un ennemi. Il envoie dessus des anticorps de type IgG, donc immunoglobuline G, qui viennent
activer le reste du système immunitaire pour le détruire. Et en le détruisant, ça fait une petite réaction inflammatoire. Donc c'est vraiment, et cette réaction inflammatoire, le problème c'est qu'elle va, on va dire, se caractériser donc donner des symptômes dans les 3 heures à 3 jours après l'ingestion du produit. Donc contrairement à une allergie, on a vraiment une réaction qui est inflammatoire mais qui est plus douce et qui est surtout plus retardée dans le temps. Et c'est à ne pas confondre non plus avec l'intolérance alimentaire. C'est pour ça que je parle d'hypersensibilité et pas d'intolérance, parce qu'on parle souvent de l'intolérance, ça concerne surtout le lactose. On est tous quasiment intolérants au lactose, parce qu'on n'est pas des veaux, et on perd les enzymes pour digérer le sucre du lait, donc le lactose, au fur et à mesure qu'on vieillit. Et là, les symptômes, ils arrivent dans la demi-heure à 1 heure après l'ingestion d'un produit contenant du lactose, et les symptômes sont que digestifs. Souvent, c'est des gaz, des ballonnements, voire des diarrhées si on force la dose. Là, ça ne fait pas intervenir le système immunitaire. Ça s'arrête une fois on va dire que l'aliment est éliminé. Est-ce que c'est ce processus-là qui fait que quand on regarde un petit peu la liste des symptômes qu'on pourrait avoir, qui est quand même assez large, on voit clairement la fatigue chronique. Est-ce que c'est ce processus-là qui fait qu'il prendrait toute l'énergie pour aller batailler contre ce que le corps a pris comme un ennemi? Oui, pour moi, ça peut venir de là, ça peut venir de ce phénomène inflammatoire qui se crée, parce que dès lors que vous mangez l'aliment, voilà, il y a une petite réaction inflammatoire. Le problème, c'est que bien souvent, on a une alimentation qui est assez peu variée, hein, il faut se regarder en face. Et du coup, si l'aliment, on va le mettre plusieurs fois par semaine, ça vous fait vraiment un terrain inflammatoire, une inflammation dite de bas grade ou à bas bruit, qui va effectivement créer un stress un peu constant pour le corps et donc qui fatigue, quoi. Cette voie-là vous a amené à un état qui est maintenant impeccable, donc plus de fatigue chronique, plus de tendinite, de problèmes corporels. Mais avant d'aller sur ce terrain-là, ça fait quel effet de passer devant un médecin qui vous dit c'est dans ta tête, c'est un effet de mode, etc., ça va te passer, à je suis nutrithérapeute, micronutritionniste. En plus, il y a aussi l'hypnose à côté qui fait le lien avec l'émotionnel, et c'est ça que je trouve fun. À écrire un livre, à suivre des gens dans ce processus, à accompagner d'autres personnes sur ce même chemin-là, alors que quelques années avant, on était devant une personne avec une blouse blanche qui nous a dit « il n'y a rien là ». Ça fait quoi comme effet émotionnellement? Parce qu'on va parler des émotions à la fin. Disons que depuis la rencontre comme ça avec ce premier médecin, j'avais vraiment cette colère en moi, cette colère de pas être entendue, de pas être comprise et de pas être prise au sérieux. Et cette colère, elle a monté au fur et à mesure que je recevais des personnes au cabinet qui venaient me voir avec ces mêmes souffrances, se dire mais je comprends pas, je vais pas bien, mais toutes mes analyses sont bien, on me dit que c'est dans ma tête. Et cette colère, vraiment, elle était là, elle montait. Je me suis dit, bon, alors soit je me fais un ulcère, soit je le transforme, et du coup, je le mets dans un livre. Et pour moi, voilà, ce livre, c'est l'aboutissement un petit peu de tout ça, et c'est un petit peu pour venir tourner la page. C'est ça, c'est vraiment pour m'aider à tourner la page et me dire, si je peux aider les gens à sortir un petit peu de ce qu'ils ressentent, en fait, qui est sûrement, probablement, un peu ce que moi-même j'avais ressenti, déjà, je me dis, j'aurais fait ma part. Et c'est vraiment ça, c'est cette satisfaction presque, ou en tout cas ce plaisir, de me dire, je fais ma part, et en même temps, j'essaie de calmer cette colère. Une des caractéristiques des hypersensibles, essayer d'éviter un maximum de monde de se prendre les mêmes murs qu'on a pu se prendre. Je dis ça, je dis rien. Et ça se sent dans votre livre. Il est vraiment simple, pragmatique, agréable à lire. Il autonomise énormément et ça, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Même si à la fin, on retrouve quand même une belle tartine de recettes pour justement se donner les premières bases, les clés.
il y a pas de recette toute faite sur l'hypersensibilité alimentaire. Il y a vraiment toutes les pistes à explorer et comment comprendre le problème. Et c'est ça qui est agréable. Parce que de faire de l'allopathie verte, moi, au bout d'un moment, ça me... Voilà. Mais c'est pour ça que j'ai le chou. Alors, on va aller quand même faire une dernière petite incursion avec l'agroalimentaire. Et puis après, on file vers ces analyses que je ne connaissais pas du tout de IgG, IgE. Sabrina va tout nous expliquer. Et même si c'est déjà bien expliqué dans le livre, je me réjouis de l'entendre de votre bouche. Dans votre livre, on ne parle que de vrais aliments. Il y a juste un paragraphe où on parle un petit travers de l'agroalimentaire qui commence à se savoir un petit peu dans les médias. Mais est-ce que, quand on parle d'hypersensibilité alimentaire, on va aussi checker un petit peu tous ces faux aliments qu'on peut retrouver dans l'agroalimentaire? Alors oui, quand on a des hypersensibilités alimentaires, déjà, c'est le point clé, c'est de s'intéresser à ce qu'on mange et de regarder les étiquettes. Parce que c'est en regardant les étiquettes où on se dit, mais en fait, le gluten, les produits laitiers, machin, les œufs, mais il y en a partout. Et les conservateurs, et puis tous ces des autres produits-là. conservateurs, etc. Oui, mais pour beaucoup de personnes, les étiquettes, on s'en intéresse pas trop. Alors pour certains, on va aller checker avec Yuka, mais je trouve que c'est une fausse bonne idée parce que Yuka, c'est quelque chose qui fait à votre place. Quand on commence à s'y intéresser un petit peu, à regarder l'étiquette et à se dire tiens, qu'est-ce que c'est ça? C'est différent que de juste scanner et de se dire c'est ok ou c'est pas ok. Et ça, c'est vraiment intéressant. Et en faisant ça, on s'aperçoit que même si on a l'impression d'avoir une alimentation qui est saine, quand on regarde un peu les étiquettes, on se dit ben non, pas tant que ça, quoi, parce qu'il y a plein de machins que j'avale, je ne sais même pas ce que c'est. Et quand on passe au sans gluten, alors là, c'est l'apothéose, parce que, ben, on va dire, moi-même, j'ai fait cette erreur-là, c'est-à-dire, ok, je dois éviter le gluten, donc je vais à mon supermarché pour acheter des produits sans gluten. Ok, donc il y a des gâteaux, il y a du pain, maintenant il y a une offre qui est quand même diversifiée. Et là, je me dis, mais bizarrement, je me sens pas bien. Alors les gâteaux, en fait, j'en mangeais, mais finalement, je me mangeais le paquet sur la journée parce qu'il y avait plus de gluten, mais du coup, il y avait beaucoup plus de sucre, il y avait plus d'amidon, il y avait plus d'additifs. Et ces produits-là, ça me créait ces envies de sucre phénoménales. Je dis, bon, stop, on arrête là les conneries, et puis on va cuisiner, quoi, parce que je veux pas, c'est hors de question que je continue à mettre ce type d'aliments dans mon corps. Et c'est vraiment ça, on a des produits sans gluten. Alors oui, ça facilite la vie aux gens, mais regardez l'étiquette, les gars, hein, parce que ça fait peur quand même. Hein. Et moi, j'ai une petite maxime qui dit que si ta grand-mère ne savait pas ce que c'était comme ingrédient, dis-toi que ton intestin ne le sait pas non plus. Donc, laisse tomber. Ça, c'est dit, et je vais prendre cette citation-là parce qu'elle est juste incroyable. Tout est dit dans cette phrase-là. Tout est dit dans cette phrase-là. Elle est très très bonne. On peut la rentendre? Oui, c'est si ta grand-mère ne sait pas ce que c'est que cet ingrédient, ton intestin non plus. Donc laisse tomber. Ça, c'est le genre de pépite simple. On s'en rappelle, on l'imprime, on l'intègre et on ne donne pas son pouvoir à une application ou autre. Nous sommes capables de tout comprendre et de tout savoir, comment fonctionne notre corps. On y va petit à petit, détendu, et on s'inspire de ce genre d'ouvrage. C'est quoi les symptômes? À quoi on remarque qu'on est hypersensible alimentairement parlant? C'est justement là où ça peut être compliqué parce que les symptômes peuvent être tellement différents d'une personne à une autre. Chez certaines personnes, ça va être des symptômes qui vont porter plutôt sur la sphère ORL, donc angine, sinusite, otite, chronique. Chez d'autres, ça va être sur la peau, de l'eczéma, du psoriasis. Chez moi, c'était vraiment tendineux et avec beaucoup de tendinite, des bursites, enfin bref, tous les trucs en hit. Et c'est pas juste parce que ça arrive une fois que tout de suite faut se dire oh j'ai des hypersensibilités, mais par contre c'est si ça revient très régulièrement, si c'est fréquent, c'est plusieurs fois par an que vous avez le même problème de santé,
posez-vous la question, parce qu'il y a forcément un terrain inflammatoire derrière, donc possiblement des hypersensibilités. Mmh. Ouais, et on aurait tendance, par exemple, quand on pense, musculaire, on se dit: «Bon, alors peut-être que j'ai une carence en magnésium ou en dans ces autres choses», ce qui peut être probable, mais quand on va regarder un petit peu plus au fond des choses, et voilà, il y a peut-être quelque chose qui bouffe justement tout le magnésium qu'on ingurgite naturellement dans notre alimentation. Tout à fait, et c'est vrai que mes premières blessures, en fait, je me suis aperçue que je les avais parce que je mangeais mal. En fait, je pensais manger bien parce que j'avais une alimentation végétarienne. En fait, c'était une alimentation végétarienne, mais complètement carencée en protéines et en matières grasses. Mmh. Donc effectivement, mes premières années où j'arrêtais pas de me blesser, c'était vraiment mon alimentation qui ne m'apportait pas ce dont j'avais besoin. Une fois que j'ai eu passé cette étape-là, ça allait mieux, et puis hop, c'est reparti, là, sur des choses plus inflammatoires. Là, je me suis dit, bon, c'est plus la même chose. Là, on est passé à un autre niveau parce que je sais que mon alimentation, alors, elle n'est pas parfaite, personne ne l'est, mais j'ai quand même optimisé, j'ai quand même travaillé dessus. Donc, c'est autre chose. Il faut Mmh. quand même, je pense, y aller par étapes, quoi. C'est se dire, bon, il y a peut-être quelque chose effectivement dont je manque, et une fois que ça c'est complété, dire bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui me fait mal? Oui, et donc entendez bien, c'est que Sabrina avait déjà une alimentation qui avait évolué, qui n'était pas une alimentation classique. D'ailleurs, vous en parlez très bien dans ce livre-là. Voilà, j'avais une alimentation qui était riche en soja, et en lait. On parle aussi, enfin, de tout ce qu'on peut mettre en place quand on passe à une alimentation végétarienne. Mais comment est-ce qu'on arrive, alors moi je le sais parce que j'ai lu le livre, mais comment est-ce qu'on arrive à savoir à quoi nous sommes sensibles? Eh bien justement, donc ce que je dis souvent, il y a deux choix qui s'offrent à vous. Le premier paraît assez simple, se dire j'écoute mes symptômes et je fais le lien avec l'alimentation. Ça peut paraître une solution facile, pas chère, sauf que quand on sait que le symptôme peut arriver 3 heures à 3 jours après, déjà là on se dit ça va être compliqué parce que déjà le repas d'avant c'est une chose, mais il n'y avait pas qu'un seul aliment. Mais si en plus on regarde ça sur 3 jours, ça devient compliqué. Et là où c'est carrément impossible, c'est s'il y a plusieurs aliments qui entrent en jeu. Là, impossible. Donc pour ça, il y a des tests qui ont été inventés. Donc ça fait plus de 20 ans maintenant, ça doit faire 25 ans que ça existe, que ça a été mis au point. Donc je pense que les premiers, ça doit venir d'Allemagne. Et donc c'est une prise de sang qui va aller rechercher des anticorps spécifiques appelés IgG, pour faire un dosage de ces IgG. C'est dur à prononcer. Et voir au-delà. En fait, on a toujours un bruit de fond dans le corps, c'est-à-dire que quoi que vous mangiez, il y a un petit entraînement de votre système immunitaire qui apprend à reconnaître l'ennemi de l'ami. Donc il y a toujours un bruit de fond, et ces IgG, ces anticorps IgG sont toujours présents en petite quantité. Par contre, on va s'apercevoir que dans certains cas, ces anticorps se mettent à augmenter, et donc là on peut se dire tiens, il y a une réaction anormale du corps qui se crée. Et c'est pour ça que ces tests sont intéressants, ça permet d'aller doser ces anticorps. Alors une petite précision au cas où il y aurait des allergologues qui nous écoutent. Je sais qu'en les allergologues, eux, ils testent les IgE, immunoglobuline E, et il y a un type d'IgG, les IgG4, qui ont tendance à augmenter aussi, qui évoluent avec les allergies. Bah, ce ne sont pas ce type d'IgG-là qu'on va tester, qu'on va doser dans ce type de test. On va doser les IgG 1 à 3. Bon, c'est le petit détail dont tout le monde se fiche, mais si jamais il y a un allergologue, voilà, ça lui donnera un petit peu de grain à moudre. On aime bien, mais c'est comme ça qu'on fait tourner le moulin, c'est quand on donne du grain à moudre. Et donc voilà, une fois qu'on voit ce test, du coup, ça va vraiment vous dire, ah bah tiens, là, à tel aliment, il commence à y avoir un niveau d'IgG qui est trop élevé. Donc c'est que potentiellement, mon corps y surréagit, et que potentiellement, il y a une hypersensibilité derrière. Mmh. Et dans votre ouvrage, vous dites justement que c'est pas un test qui est, forcément bien vu, voire répandu. Pourquoi?
Alors ça, c'est toujours la question. Peut-être parce que c'est encore trop récent, ça ne date que de 20 ans, donc c'est encore trop récent pour rentrer dans les écoles de médecine et autres. Et après, je pense qu'il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir, parce qu'il y a bien des études qui ont été faites, et des études, il y en a, mais on peut en trouver plus d'une cinquantaine par des labos complètement neutres qui ont montré ce lien entre ce régime, enfin ces modifications alimentaires faites suite à un test et des problèmes de surpoids, des problèmes d'inflammation, des problèmes ORL, même des problèmes de maladies auto-immunes, hein, notamment les problèmes liés à la thyroïde, hypothyroïdie d'Hashimoto. On voit, il y a vraiment des études qui existent et qui montrent ce lien net entre ce changement d'alimentation en fonction de ces tests et ce qui est ressenti par le patient. Mhm. Donc, les études, elles existent. Et elles sont, pour la plupart en tout cas, elles sont bien réalisées et elles ne prêtent pas à confusion. Donc, si tant est qu'on veuille accepter ce lien entre l'alimentation et l'état de santé, et ça c'est quand même un gros postulat de base qui malheureusement manque à de nombreux médecins parce qu'ils n'ont pas de formation en nutrition et on ne leur apprend pas ce lien avec l'alimentation et la santé. Bah, du coup, une fois qu'on a ce postulat de base, après, on peut peut-être accepter de s'ouvrir à ça. Mais pour l'instant, pour beaucoup, le postulat de base n'est déjà pas là. Donc, c'est compliqué d'admettre que ça puisse exister. Oui, mais deuxième citation que je prends au passage, je l'avais jamais entendue celle-ci. Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir. Et ne pas vouloir voir le lien entre l'alimentation et le corps, alors que dans leur serment d'Hippocrate, ça reste quand même une base, on ne dira rien. Donc on se retrouve avec cette analyse d'IgG. C'est quand même magique. Bah voilà, c'est ça, c'est vraiment. Là, en plus, vous mettez un exemple dans le livre, un exemple de retour d'analyse, c'est incroyable. On se dit, mais tiens, ça pourrait être si simple. Ça pourrait être si simple. Voilà. Mais après, on se retrouve avec ce retour d'analyse. On fait quoi? Eh bien, alors, si on n'a que une petite poignée d'aliments qui apparaissent, moi, ma recommandation, c'est de les éviter aussi strictement que possible pendant au moins 18 mois à 24 mois pour le temps de faire baisser le taux d'anticorps, parce que ces anticorps-là, ils diminuent dans le temps, ce ne sont pas comme les IgE, donc dans le cas des allergies classiques, qui restent à vie, là, ça disparaît dans le temps. Et ça permet aussi, ces 18 mois, de soigner l'intestin, donc de refaire une bonne perméabilité, d'agir à la source de cette perméabilité intestinale, et donc de pouvoir ensuite remettre les aliments. Quand on commence à avoir beaucoup d'aliments qui apparaissent, là, ça peut être la peur, parce qu'on se dit « Ah, qu'est-ce que je vais manger ?» Donc là, la technique, il y a une approche en 3 phases qui peut se faire, c'est-à-dire pendant 5 semaines, c'est d'enlever autant que possible tous ces aliments et bien sûr de les remplacer par d'autres alternatives. Et ces 5 semaines, ça permet de faire baisser le niveau d'inflammation un petit peu et donc d'enlever ce que j'appelle ce brouillard inflammatoire qui empêche au corps d'identifier ce qui est vraiment problématique et ce qui l'est moins. Et au bout de 5 semaines, c'est de tester chaque aliment un par un tous les 4 jours pour voir est-ce qu'il y a un symptôme ou pas. S'il y a un symptôme, c'est que l'aliment est inflammatoire et donc on le met sur la liste rouge pendant 18 mois. Si l'aliment n'apporte aucun symptôme particulier, c'est qu'il est encore dans une zone d'ombre. C'est-à-dire que oui, il entraîne la création d'anticorps, mais finalement, on ne sait pas encore pourquoi ces anticorps ne viennent pas activer le reste du système immunitaire pour détruire l'antigène. Donc, il y a des anticorps qui se créent, mais soit ils ne se mettent pas sur l'antigène, soit ils n'activent pas le reste du système immunitaire, et donc il n'y a encore rien qui se passe. Et dans ce cas, ces aliments-là, l'idée, c'est de pouvoir les remettre au moins une fois par semaine, peut-être 2 grands maximum, pour pas qu'ils deviennent à leur tour inflammatoires, mais permettre quand même d'avoir une alimentation qui soit un peu moins restrictive. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que, en fait, rien que le fait d'enlever justement ces aliments problématiques, hein, entre guillemets, en tout cas pendant 18 à 24 mois, on retrouverait une porosité intestinale
meilleure, hein. Bah, c'est ça, en fait, si on veut refaire la perméabilité intestinale, c'est déjà d'enlever les aliments qui maintiennent l'inflammation. Parce que tant qu'on continue à souffler sur le feu, c'est quand même difficile de l'éteindre. Donc à un moment, on arrête de souffler sur le feu, on enlève ces aliments, et ensuite on vient travailler à l'origine de la perméabilité. Alors ça se fait pas en un claquement de doigts, ça peut demander plusieurs mois pour retrouver une bonne perméabilité intestinale, à condition aussi de se poser la question du pourquoi. Parce que cette perméabilité intestinale, elle a pu être occasionnée juste par le gluten, notamment le gluten moderne. Il y a vraiment des études qui montrent que ça augmente la perméabilité intestinale chez tout le monde. Donc effectivement, l'abus et chez les personnes qui sont déjà sensibilisées, ça crée vraiment cette perméabilité. Mais il y a aussi d'autres choses qui peuvent créer la perméabilité intestinale, comme le stress, comme les candidoses intestinales, comme dans l'alimentation, une grosse partie des additifs qu'on va y retrouver, l'excès de sucre, l'excès de sel, etc., etc. Enfin, on va dire que les coupables sont nombreux. Et c'est pour ça que c'est vraiment indispensable de pas juste s'en tenir à l'éviction des aliments, mais d'en profiter pour repenser son alimentation, voire son hygiène de vie dans sa globalité, pour comprendre pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là, et ensuite aller travailler vraiment, encore une fois, à la base du problème. C'est quand même magique, hein. On se dit toujours: «Ah mais qu'est-ce qui m'arrive encore maintenant? Mais qu'est-ce qu'il veut mon corps? Je ne sais plus». Mais en fait, à vous écouter, si on arrête de l'embêter, il se répare tout seul. Ça, c'est quand même magique, hein. Bah, c'est ça. Alors, on peut l'aider en prenant des compléments, bien sûr, mais Mmh. ça sert à rien de prendre des compléments. Par exemple, souvent, on parle de glutamine, hein, pour la perméabilité intestinale. Mmh. Oui, si tu prends ta glutamine, mais que tu continues d'avaler du sucre à longueur de journée, d'être stressé à mort et de boire de l'alcool, ta glutamine, elle fera pas grand-chose, ou alors elle agira tant que tu la prends, mais dès que tu l'arrêtes, retour case départ, quoi. Même cause, même conséquence. Einstein disait: «On ne peut pas espérer un résultat différent si on fait toujours la même La même chose». chose. Là, c'est clair. On pourrait croire que: «Ah bah non, bah, c'est des aliments que plus jamais je mangerai de grenade. Non, de goyave», parce qu'en plus, il y a une petite je vous le dis, hein, il y a une petite, au niveau de la petite, hein, mais il y a quand même quelque chose au niveau de la goyave. «Je mangerai plus jamais de goyave». Eh ben non. Une fois que c'est passé, que le corps s'est remis en place, on C'est peut ça. on peut se On peut, retrouver bah avec oui, une parce que goyave dans la main sur une plage. moi, sur tous les aliments que je devais éviter à un moment, et il y en avait vraiment beaucoup, finalement, maintenant, je n'évite que le gluten et les produits laitiers de vache. C'est tout. Oui. Donc, j'ai pu réintroduire le soja, j'ai pu réintroduire les autres produits laitiers, les amandes, le sarrasin, enfin bref, Mmh. j'ai pu tout réintroduire. Alors, il y en a, il m'a fallu 4 ans. Hein. J'avoue que le soja et les amandes, il m'a fallu bien 4 ans pour Mmh. pouvoir les remettre. Et même maintenant, quand je les remets, je ne vais pas en manger toutes les semaines, clairement. J'y vais mollo, mais ça m'a aussi appris à diversifier mon alimentation. Sortir du gluten, en fait, on se rend compte qu'il y a une quantité d'alternatives qu'on peut manger qu'on n'avait jamais identifiées avant. Et finalement, moi, j'ai une alimentation beaucoup plus variée maintenant que ce que j'avais il y a 10 ans, hein, clairement. Oui, c'est fun parce que ça vient pas tout de suite au début du livre, hein, tout à coup, bon, bah, OK, j'ai remplacé ça sans m'en rendre compte avec beaucoup de sarrasin et au final, je me suis rendu compte que le sarrasin alors, pas du tout. Il fallait plutôt que je diversifie. Parce que c'est Mm. vrai que quand on regarde, j'imagine que c'est une des analyses, hein. C'est ça. Donc, à un moment donné, on a supprimé quand même, la levure de bière, la levure de boulanger, la noix de cola, l'avoine, le maïs, l'orge pour prendre ceux où c'était le plus élevé et on se rend compte qu'avec le remplaçant, le sarrasin, bah, c'était pas funky non plus, puis qu'il fallait un peu diversifier tout ça. Ben, c'est ça, en fait, le problème, c'est que quand on a ces hypersensibilités, c'est qu'il y a forcément un excès de perméabilité intestinale. Donc, on peut, en y réfléchissant, ça devient assez logique de se dire, bah, si j'ai déjà un intestin poreux, que je remets un nouvel aliment quasiment tous les jours, bah,
il y a de fortes chances que lui aussi, il commence à traverser et à déclencher une réaction. C'est pas systématique, heureusement, mais la probabilité est quand même plus élevée. Et donc ça, c'était vraiment la première erreur que j'ai faite. Voilà, avec le sarrasin que je mangeais quasiment pas avant, je me suis mis à en mettre tous les jours parce qu'un petit peu de flocons de sarrasin, de farine, de machin, de trucs. Bref, le sarrasin, au bout d'un mois, je commençais à avoir des diarrhées dès que j'en mangeais. Je me suis dit, bon, on arrête le sarrasin et puis pour les autres céréales, ça va être un jour une céréale, le lendemain une autre, et ainsi de suite pour vraiment faire ces rotations et cette diversité. Mais c'est bien d'avoir fait cette erreur-là parce que ça a donné du grain à moudre aussi pour cet ouvrage. Donc c'est très bien parce que c'est un exemple extrêmement parlant en plus. Parce qu'on on fait tous ça. Ben On oui, fait tous ce genre et c'est bien quand d'autres le font à notre place et après nous en parlent. Ça aide énormément. Vous avez juste parlé un petit peu vite fait d'un pas copain qui aide pas justement à la porosité intestinale, c'est le Candida albicans. oui. Et Alors celui, oui. comment vous l'avez géré celui-ci en plus du reste? Alors celui-ci, c'est celui qui me donne le plus de grains à moudre parce que j'ai quand même encore du mal à m'en dépatouiller. En fait, donc Candida albicans, c'est une levure qu'on a tous dans l'intestin. Ça fait partie de notre flore normale. Sauf que dans certaines conditions, cette petite levure isolée va commencer à se développer, à former des colonies, un mycélium qui vient agresser l'intestin, donc clairement qui abîme la perméabilité intestinale. En plus, ça produit des toxines qui finissent dans le foie, donc ça augmente la fatigue, etc., etc. Et donc là, donc c'est pareil, il y a des analyses qui permettent aussi, qui sont fiables, même si les médecins ne les reconnaissent pas, d'identifier cette candidose au niveau de l'intestin. Et là, il n'y a pas 150 façons de s'en débarrasser. C'est déjà, encore une fois, d'agir sur son alimentation. Donc, c'était éliminer tout le sucre, tout ce qui est sucre ajouté. Il ne faut pas enlever les fruits, surtout ne faites pas cette ânerie-là. Ça sert à rien d'être trop strict parce que plus vous allez être strict, plus vous allez vous stresser. Plus vous êtes stressé, plus vous acidifiez le terrain et plus c'est favorable à la candidose. Donc à un moment, il faut quand même trouver ce juste équilibre, mais éviter tout ce qui est sucre ajouté et produits qui en contiennent. Éviter le gluten, pareil, parce que ça a tendance à bien interférer. Et éviter les levures, donc levure de boulanger, levure de bière et tout ce qui peut en contenir. Parce que moi, je me suis aperçue, c'était levure plus levure égale faite à la maison. Ça loupait pas. Dès que je prenais quelque chose avec de la levure, ça me donnait des ballonnements. Donc je me suis dit, même si je comprends pas pourquoi ni comment, c'est sûr ça interagit. Donc à un moment, encore une fois, c'est bien de s'écouter. Et après, éviter autant que possible le lactose, qui est aussi du sucre. Donc une fois qu'on a déjà mis un peu à plat l'alimentation, et bien derrière, on va venir travailler avec des plantes antibactériennes pour amener, on va dire, cette candidose à régresser. On s'en débarrasse jamais complètement, ça fait partie de notre flore, mais on la fait déjà régresser. Ensuite, dans une deuxième phase, on vient retravailler sur cet écosystème intestinal pour amener plus de bonnes bactéries à prendre la place, à travailler sur son terrain, et puis on continue à vivre. Un petit rappel quand même, on vient travailler avec des plantes, souvent de l'aromathérapie, et vous le rappelez bien, ne pas abuser avec l'aromathérapie. C'est pas parce que c'est naturel que c'est, au contraire, l'aromathérapie est une thérapie qui est extrêmement puissante, hein, et ça, vous faites bien de le rappeler, parce que surtout moi qui Moi, suis je accro aux huiles travaille même essentielles. quasiment jamais avec l'aromathérapie en fait, parce que pour beaucoup, c'est déjà trop fort. Et c'est pas la peine, on se fait pas, enfin c'est pas en détruisant son corps que on va aller mieux. Donc je dis toujours, on n'agit pas contre son corps, on travaille avec lui. Donc c'est vraiment si vous sentez que en prenant des huiles essentielles et autres, tiens ça fait mal au ventre, tiens ça fait des symptômes beaucoup trop forts, passez votre chemin. Il existe d'autres alternatives et c'est pas parce que c'est plus doux que ce sera moins efficace. Au contraire. Bien de le rappeler, c'est très, très important. Surtout moi qui suis accro aux huiles essentielles, alors, on n'en parle pas. Est-ce qu'il y a des petits tips pour améliorer quand même sa barrière intestinale, hein? Euh, alors, au niveau de l'alimentation, alors comme je vous ai dit, c'est d'éviter autant que possible le gluten moderne. Alors aller plutôt sur des céréales anciennes, comme vraiment le petit épeautre,
qui pour le coup est quand même moins agressif pour l'intestin. Augmenter tout ce qui est oméga 3, toutes les huiles riches en oméga 3 comme l'huile de chanvre, l'huile de cameline, l'huile de lin, l'huile de colza, et les poissons gras. Augmenter tout ce qui peut être fruits rouges, la grenade, tu en parlais tout à l'heure, la grenade, les myrtilles, le cassis, etc., qui sont riches en polyphénol, et donc c'est plutôt intéressant. Le thé vert est également intéressant. Éviter, à contrario, tout ce qui va être produit ultra transformé, avec tout un tas d'additifs, etc. Limiter l'alcool, parce que ça fait pas bon ménage non plus. Et dans les choses qui peuvent aider au quotidien, le curcuma est pas mal. Et les bouillons de poule, les bouillons d'os, les bouillons de poule qui sont riches en collagène, ça peut venir améliorer la perméabilité intestinale avant même de prendre de la glutamine ou autre chose, parce que déjà la glutamine n'est pas forcément tolérée par tout le monde, faut le savoir, et puis il peut y avoir des choses un petit peu moins coûteuses qu'on peut déjà mettre en place au quotidien. Ce bon vieux bouillon de poule dont on a parlé sur l'espace membre la semaine passée, je sais que ça fait crisser, parce que oui, le chou à la base, c'est quand même on parlait beaucoup d'alimentation vivante. Maintenant, j'ouvre un petit peu parce que j'aime pas les étiquettes, j'aime pas les dogmes. Puis je pense qu'il n'y a pas une vérité, et puis qu'en plus, chacune de nos vérités évolue au fil de notre vie. Et c'est aussi quelque chose qu'on voit au niveau des aliments. Voilà, pendant un moment, il y a peut-être un aliment qu'il faut éviter parce qu'il ne nous convient pas, mais ça ne veut pas dire qu'on ne va pas le recroiser un jour dans son assiette. Et ça, c'est plutôt encourageant quand même. Il faut absolument le dire. On va parler, parce que le titre du livre, c'est quand même hypersensibilité alimentaire et émotionnelle. Bon, comment vous avez fait le lien là entre les deux? Parce que c'est vrai qu'en général, c'est deux mondes qui ne se parlent pas. Alors le lien, je l'ai peut-être déjà fait quand j'ai découvert que j'étais hypersensible. Alors je précise, il m'a fallu à peu près attendre mes 40 ans pour m'en rendre compte. Pendant longtemps, je me suis crue bizarre, tombée d'une autre planète, bref, et Bienvenue pas au club. normale. Et puis jusqu'à ce que je lise un livre sur l'hypersensibilité, là je me dis ça expliquerait bien cela. Et du coup, en me comprenant moi, je me suis aussi aperçue que la plupart des gens qui venaient me voir étaient un peu comme moi, donc étaient hypersensibles. Et au bout d'un moment, je me suis dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y aurait pas un lien quand même? Parce que je sais que le stress augmente beaucoup cette perméabilité intestinale et cette capacité à développer des candidoses. Or, les personnes hypersensibles sont loin d'être des personnes très calmes et très zen, pour la plupart. Je vois pas du tout de quoi vous parlez. Non, pas du tout. Ça ne me concerne pas. Et donc, je me dis, oui, c'est quand même bizarre que moi, j'ai 80% des gens qui ont voire plus, qui ont des hypersensibilités alimentaires, qui se trouvent être hypersensibles émotionnellement. J'ai interrogé mes collègues, des collègues coachs aussi, qui étaient spécialisés de l'hypersensibilité, qui me disaient, ouais, moi, j'ai beaucoup de personnes avec cet intestin irritable, et donc, probablement ces hypersensibilités. Donc, je me suis dit, il y a peut-être un lien. Alors là, j'ai cherché, mais là, je suis tombée dans un trou noir parce que du coup, ça n'existe pas. Il n'y a rien qui a été fait sur ça. Donc, je me suis contentée, on va dire, d'observer ce que ce que je voyais au cabinet. Donc, c'est pas non plus une preuve comme ça, mais quand même, on peut se dire que s'il y a une hypersensibilité émotionnelle et des problèmes de santé chroniques derrière, peut-être ça vaut le coup de se poser la question. Et pourquoi il n'y aurait pas un lien entre les deux? Par contre, il nous faut la référence du livre que vous avez lu sur l'hypersensibilité, là. Oui. Attends, je vais te le chercher, je l'ai là. Vous voyez, je fais ce que je peux pour vous en donner un maximum. Donc voilà, là, on aura... Je ne sais pas pourquoi, je me dis que ce bouquin, je l'ai déjà lu aussi. C'est celui-là. Hypersensible et heureux. Alors, il n'est pas tout neuf, du coup. Je mettrai la référence de toute façon sous la vidéo. Et non, celui-ci, je ne l'ai pas lu. Donc voilà, encore un de plus à rejoindre ma bibliothèque. C'est ça. Voilà, j'avais que ça à faire. Je vais me faire un gros bouquin de chez Larousse. Quand on parle d'hypersensibilité émotionnelle, souvent, je ne sais pas si c'est pareil pour vous, mais
moi, j'ai souvent remarqué qu'il y avait une espèce de hyper éveil, d'être tout le temps à l'affût de la moindre chose, de rentrer dans une pièce, d'analyser tout en un quart de seconde, de choisir son plat, c'est plein d'informations, et puis ça, on fait on essaie de faire le meilleur choix possible. Est-ce que cette hyper-vigilance-là, dont vous parlez là il y a quand même quelques lignes là-dessus, serait peut-être le lien entre notre stress et cette hypersensibilité-là? Complètement, oui. Bah, l'hypersensible est vraiment, comme, comme vous dites, complètement à l'affût de ce qu'il y a, capte beaucoup plus d'informations, que ce soit bah, le bruit, euh, voilà, il veut vraiment agir en toute connaissance de cause. Et comme vous dites, ça crée ouais, cet état d'hypervigilance, toujours cet état de stress, parce qu'on est toujours en suradaptation pour essayer de rentrer dans un moule ou essayer de correspondre à ce que l'autre, on pense que l'autre attend de nous. Et donc tout ça, ça fait que ben, au niveau du système nerveux, oui, on a notre système nerveux sympathique là, qui est toujours hyper activé. Et donc notre système nerveux parasympathique, ce fameux nerf vague, qui lui bah, est un petit peu coincé dans son action. Et donc bah, ça aussi, ça vient jouer sur cette perméabilité intestinale, clairement. Mhm. Et puis, on est toujours en production de cortisol. Hein. Le cortisol, c'est une hormone qu'on produit pour réagir au stress. Mais à force de le produire, ce cortisol, ben, il use le corps, tout simplement. Oui, et les glandes qui créent, qui produisent ce cortisol aussi. C'est ça, les surrénales, au bout d'un moment, ben, elles en peuvent plus. Hein. Donc les surrénales, c'est les deux petites glandes qui sont au-dessus des reins qui produisent ben, le cortisol, l'adrénaline et encore beaucoup d'autres hormones. À force de produire, ben, forcément, elles s'épuisent. C'est Donc, vraiment tout ce qui est système nerveux, voire hormonal, on va dire, qui est mis en suractivité et qui, au bout d'un moment, bah, commence à fatiguer. et tout ce système-là a une influence sur tout le reste du corps. On entend nerf vague. Un petit rappel sur le sujet, parce que c'est quand même un nerf qui est extrêmement important dans notre corps. Je crois que c'est même le plus long, si je dis pas de bêtises. Il me semble, oui. C'est ce qui me semble. Donc, c'est vraiment un nerf qui part du bas du crâne, en fait, au niveau d'une vertèbre qu'on appelle l'atlas, Mhm. qui vient Atlas descendre prophylaxe. qui vient descendre, donc qui passe au niveau du plexus et qui innerve bah, le cœur, l'estomac, la vésicule, l'intestin, qui vient même descendre jusqu'à la vessie de mémoire et qui donc vient activer notre digestion et qui aide aussi à se détendre, à se relaxer, à s'ouvrir un petit peu. Mais on ne peut pas être détendu, relaxé si on est en hypervigilance. Et donc, on ne peut pas digérer si on est en hypervigilance. Hmm. Donc, vous voyez le lien qu'il y a entre la sensibilité émotionnelle et la sensibilité intestinale. Elle est, je veux dire, comment on dit en français, c'est obvious. On peut pas l'éviter. C'est là, c'est clair. Hein. C'est évident. Merci, c'est totalement évident. Surtout quand on parle du nerf vague. Et ce nerf vague, voilà, on essaie de le détendre quand même une fois qu'on en a conscience au maximum. On va parler de toutes ces petites thérapies qu'on connaît tous, toutes les personnes qui sont au chou. Je crois qu'il n'y en a pas une de ces thérapies dont on n'a pas parlé au chou. Donc ça m'a fait plaisir de les retrouver tout ensemble. Là, j'ai dit, tiens, ça c'est... Mais en fait, c'est en quelques pages, c'est les résumés d'une grosse partie du travail qu'on a fait au chou. Et ça me fait super plaisir de le voir relié avec l'alimentation, parce que souvent, on faisait soit sur l'émotionnel, soit sur le stress, ou alors sur l'alimentation. Et là, on va commencer maintenant à faire le lien. On a travaillé les sujets de manière séparée. On a pris les choses en pièces détachées. La même chose que la façon dont, on va dire, l'allopathie a traité notre corps. Il y a un spécialiste pour la main droite, un spécialiste pour la main gauche. Et là, je pense on va commencer enfin à pouvoir faire le lien entre tout ça. Votre ouvrage, justement, nous y amène. Mais quand on parle hypersensibilité émotionnelle,
On a parlé avant d'espèces de bruit de fond de la paroi intestinale, du système immunitaire qui réagit, mais on peut aussi avoir un bruit dans la tête, ce petit hamster que vivent les hypersensibles, qui n'aide pas non plus à détendre le reste du bordel. C'est ça, complètement. Donc, mais est-ce que vous avez trouvé un lien entre justement l'alimentation et cette roue du hamster là, de ce hamster qui court, mais qui en même temps se dit: «Ouh là là, je devrais faire le poirier pendant que je cours, hein, parce que j'ai appris tellement de choses dans le développement personnel». Donc, est-ce qu'il y a quelque chose, alimentairement parlant, autre que toutes ces thérapies brèves dont on parle, et puis des exercices, du yoga, de la respiration, etc., etc. Est-ce qu'il y a des petites choses à faire attention au niveau de l'assiette? Alors oui, alors c'est ce qu'on appelle un peu la chrononutrition, en fait, qui va permettre de mettre certains aliments au bon moment pour que votre corps puisse produire ce qu'on appelle des neurotransmetteurs, donc dopamine, sérotonine, adrénaline, puisse les produire au bon moment. Mmh. Par exemple, dans les choses qui vont nous aider à nous calmer, à nous détendre, ça va être la sérotonine. La sérotonine, on la produit en général vers 16-17 heures pour commencer à s'apaiser. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, si jamais vous avez des petites envies de sucre, bah, profitez-en, ne vous les interdisez pas, parce que la consommation d'un peu de sucre, alors on va dire sucre sous forme de fruits ou d'un petit gâteau maison, enfin voilà, c'est pas, on va pas s'acheter le pain au chocolat non plus, quoi. Mais consommer un petit peu de sucre avec une poignée d'amandes, de noix, etc., qui contiendra des protéines, ça va aider votre corps à produire cette sérotonine et donc à vous apaiser un petit peu. A contrario, le matin, si on a envie d'être motivé, d'avoir un petit peu d'énergie, produire de la dopamine en mangeant plutôt des protéines et en évitant le sucre rapide. Donc c'est des petites choses comme ça et limiter globalement le sucre, parce que moi je m'aperçois, on le voit beaucoup chez les enfants, je vois ça chez mes petites cousines, enfin mes petites nièces, dès qu'elles sont gavées de sucre, elles sont tout feu tout flamme. Ça. Et effectivement, les gens qui carburent au sucre, c'est des personnes qui ont du mal à être posées. Donc, c'est déjà d'enlever ce poison-là, cette drogue dure. Et ça, je suis bien placée pour vous en parler parce que quand j'étais gamine, j'ai vraiment mangé du sucre dans des quantités astronomiques. Et le jour où justement j'ai eu ma candidose intestinale et je me suis dit, il faut que j'arrête le sucre, je vous assure que j'ai passé une semaine en manque, mais vraiment dans un état de manque avec des baisses de tension, avec des tremblements. C'était pas beau à voir. Hein. Ah, puis nerveusement, ça devait être quelque chose, hein. Mais comment? On nous aurait menti sur l'alimentation. On ne peut pas ingurgiter tout et n'importe quoi à n'importe quelle heure sans conséquence. Mais quelle horreur. Bref, je rigole parce que voilà, ça fait quand même quelques années qu'au chou, on en parle, on en parle, on en parle. Mais ça fait toujours plaisir d'échanger comme ça. Mais Sabrina, c'est juste, c'est une pépite, hein. J'avais envie de lire quand même, parce que je m'étais noté 2-3 petites phrases. Je vais en choisir une, hein, que j'aurais dû lire juste avant de partir sur le nerf vague. Ça m'a quand même parlé. Alors, Hélène Aron, ainsi que d'autres experts ayant travaillé sur l'hypersensibilité émotionnelle, mentionnent effectivement une susceptibilité accrue de ces personnes aux allergies, aux maladies auto-immunes, au syndrome de l'intestin irritable. Pour ces spécialistes, les soucis de santé vécus par les personnes hypersensibles sont liés à leur état d'hypervigilance et de stress chronique. C'est une nouvelle discipline apparue dans les années 80, la psychoneuroendocrino-immunologie, qui permet de comprendre les mécanismes impliqués, etc. Et je pourrais continuer comme ça. On va arriver à le faire, ce lien, en 2024. On va y arriver parce que déjà, les médecins se rendent compte qu'il y a des liens entre différentes choses. Bon, le problème, c'est qu'ils sont encore, pour la plupart, tellement spécialisés dans leur domaine que ça devient impossible de faire ces liens-là. D'autant plus, pour ceux qui me suivent sur les réseaux, vous savez que mon papa a été hospitalisé il n'y a pas très longtemps. On ne peut pas prendre la responsabilité de la santé des autres à leur place, mais je me suis retrouvé face à quelque chose qui était assez particulier et
je me posais souvent la question, Sabrina, vous savez, mais pourquoi j'en apprends autant sur la santé? Mais pourquoi j'en apprends autant sur la santé? Et c'est même pas une passion. Moi, j'ai une passion pour aller balader, écouter de la musique, danser, n'importe comment. Hein, je fais pas de la danse classique. Hein, ça m'amuse d'écouter une musique puis de gigoter. Et je pense que c'est grâce à des ouvrages comme ceux-ci, ce partage d'expériences, hein, après ensuite cette professionnalisation qui permettent de faire avancer le schmilblick. Hein. Et si nous, on ne sait pas comment notre corps fonctionne, mais comment on va arriver à aider en fait ceux qui veulent pas sortir des ornières dans lesquelles ils sont mis pendant leurs études. Hein. C'est voilà, je me dis toujours pourquoi et en fait la réponse c'est parce que ça fait depuis les années 80 que ça existe, nous sommes en 2024, 44 ans après, nous sommes encore en train d'en parler et encore pas assez pour que ça arrive aux oreilles de là-bas, des blouses blanches. Je m'étais noté aussi encore un petit truc avant de poser les toutes dernières questions. Et ça, c'est un sujet que je pense que j'ai gardé le cookie pour la fin. Apprendre que j'ai été hypersensible m'a au moins permis de me dire que finalement j'étais normale. Oui, mais c'était vraiment des années de souffrance où je me suis dit, mais qu'est-ce qui va pas chez moi? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à me mettre dans le groupe? Pourquoi est-ce que j'arrive pas à penser comme tout le monde? C'est toujours cette impression d'être un extraterrestre, alors qu'il a commencé, on va dire, à l'école primaire, voire surtout au collège, mais qui s'est continué dans mes années de travail où je me sentais vraiment en décalage par rapport à mes collègues, et à me dire, mais comment est-ce qu'on peut travailler dans cette absurdité? C'était quelque chose qui me révoltait et je me dis, mais pourquoi les autres sont pas révoltés? Qu'est-ce que j'ai? Pourquoi? Et bon, maintenant je comprends pourquoi et c'est aussi ce qui m'a confortée dans cette idée de me dire, mais je ne suis pas faite pour ce monde du salariat. Même dans les petites boîtes dans lesquelles je me sentais bien, il y avait quelque chose qui passait pas. Mais voilà, et c'est de se dire, mais le fait de se comprendre, voilà, c'est vraiment cette compréhension de soi, mais ça aide à se libérer de tellement d'attentes que la société nous met ou tellement de carcans que la société veut nous mettre. Et on dit, mais c'est ok, c'est normal, je suis différente. Et c'est pour ça que je rentre pas dans le cadre. Et dans ce cas, c'est soit je continue à être comme avant, à me suradapter pour entrer dans le moule, où je me dis, ben, j'accepte d'être qui je suis, je reste droite dans mes bottes, et je me libère de tout ça, quoi. Et puis je les envoie paître, et si on me trouve bizarre, eh ben, on s'en fout, quoi. C'est comme ça, parce qu'au moins je suis heureuse. Ça a été vraiment une libération quand j'ai lu ce livre. Alors ça peut paraître idiot, moi j'ai pas, ça fait depuis quelque temps que je lis des livres de développement personnel. Jusqu'à une époque, c'était surtout loin de moi ce truc-là. Mais quand j'ai lu ce livre, je pense que ça devait être à peu près le premier ou le deuxième de développement personnel que j'ai ouvert. Mais vraiment, j'en ai pleuré tellement je me suis dit, mais ça y est, je suis normale, c'est ça. Il n'y a pas de problème avec moi. Je suis juste câblée différemment. C'est bête, mais finalement, j'ai changé mes lunettes de vue, quoi. Et en changeant ces lunettes, j'ai vu le monde sous un nouvel aspect, un nouveau prisme qui m'a permis justement de me libérer de certaines choses. Ouais, de toute cette espèce de prison mentale et émotionnelle qui peut nous ronger la vie. Et je sais que, je dirais, sans risque, le 90% des lecteurs du Chou sont justement dans cette hypersensibilité-là. Ils le vivent plus ou moins bien. Mais quand même pas se rappeler, faut quand même se rappeler et pas oublier que nous sommes tous uniques et tout le monde a le droit d'être ici et puis de faire, de vivre, de se créer la vie dont il rêve, hein, qu'importe ce que la société peut laisser entendre silencieusement au travers de tout ce qu'elle crée depuis presque un siècle.
Ça, pour moi, c'est très, très important. On va quand même terminer sur une note assez pratique. Si vous deviez donner quelques tips, parce qu'à la fin du livre, il y a, voilà, je pense, ces meilleures recettes faciles, fastoches, pour faire le pas d'après. Parce que on comprend bien quand même que il y avait cette passion de cuisiner, l'alimentation, et il n'y a aucun doute au fil du livre que les aliments que nous allons ingurgiter suite à une hypersensibilité alimentaire ou alors pour simplement essayer d'améliorer encore son alimentation, que le pouvoir se trouve dans la cuisine. Et ça, il n'y a pas de... C'est pas prenez tel complément alimentaire, allez acheter ça, prenez la petite gamme sans gluten de tel magasin. Non, c'est dans votre cuisine que ça se passe. Allez-y, faites-vous plaisir. Quels sont vos conseils pour y aller dans cette cuisine sans se dire j'ai fait mon heure, là, Mais après, j'ai des personnes qui aiment déjà cuisiner. Je dirais, c'est pas tellement différent. C'est juste prendre de nouvelles habitudes, découvrir de nouveaux ingrédients et accepter que, dans un premier temps, ce soit pas parfait ou ce soit pas surtout comme avant. Pour les personnes qui sont un peu allergiques à la cuisine, c'est de se dire, à un moment, se poser la question, quelle est ta priorité dans la vie? Si ta priorité, c'est d'être en bonne santé, peut-être que tu peux passer un peu moins de temps à regarder TikTok ou je ne sais pas quoi et à te mettre déjà un quart d'heure, 20 minutes pour commencer dans une cuisine. Et on n'est pas obligé d'être tous des top chefs. Maintenant, il y a plein de choses qui peuvent nous permettre d'arriver à cuisiner ou en tout cas à manger sainement sans passer trois quarts d'heure, une heure tous les jours. Donc il y a quand même des choses qui peuvent aider, aller sur des aliments prédécoupés surgelés, aller acheter des paniers repas en ligne qui permettent où on choisit un petit peu on choisit un petit peu ces recettes, mais ça nous envoie tous les ingrédients et les recettes, il n'y a plus qu'à les préparer. Et ça, quand les personnes commencent à entamer un petit peu ce virage, se dire j'ai une cliente hier qui m'a fait cette confidence qui n'était pas du tout cuisine, elle mangeait ce qui lui tombait sous la main, même les boîtes elle les faisait même pas réchauffer tellement elle n'y voyait pas d'intérêt. Et là maintenant elle cuisine tous les jours, elle est passée et elle me dit mais en fait quand je mange quelque chose de bon, je me régale, je suis de bonne humeur et du coup j'ai envie de continuer. Et elle est vraiment rentrée dans ce cercle vertueux de cuisiner elle-même et elle se fait plaisir. Et maintenant elle en est même à adapter les recettes desquelles elle commençait à partir. Donc voilà, et elle a 70 ans et elle n'a jamais cuisiné de sa vie. Donc tout est possible. Je dirais ça part de l'envie et de se dire je suis ma priorité. Voilà, tout part de là et de se dire que même s'il y a des hypersensibilités alimentaires et autres, on peut garder sa vie sociale. Hein. Pour beaucoup, c'est ce qui les freine, c'est de se dire « Ah, mais oui, mais je vais plus avoir de vie sociale. » Et écoutez, les gars, moi, malgré, mais à un moment, j'avais plus de 20 aliments que je pouvais pas manger, je continuais d'aller au restaurant, je continuais de faire des semaines de randonnée où j'allais manger en gîte. Il n'y a rien de compliqué, mais il faut juste être, encore une fois, droit dans ses bottes et dire aux personnes chez qui on va, je suis désolée, je suis obligée d'enlever ça, ça, ça. Par contre, c'est bien de donner la liste positive parce que les gens, quand on leur dit je dois éviter le gluten, quand ils connaissent pas, ils savent pas où on en trouve. Donc, c'est leur dire, ma liste positive, c'est que tu peux me faire ça, ça, ça à la place. Et puis voilà. Et c'est tout, et c'est pas plus compliqué que ça. Les personnes qui sont véganes s'enquiquinent pas quand elles viennent chez vous à dire non mais c'est bon, je suis végane, mais tu peux quand même me donner de la viande. Non, en général, elles disent je suis végane, quoi, donc tu me fais pas de viande. Ou si tu m'en fais, j'en mange pas. Pourquoi est-ce qu'on le ferait dans ce cas-là et pas dans le cas de ces hypersensibilités alimentaires? Ça n'a pas de sens. Mais c'est vraiment cette timidité, cette peur de déranger, cette peur d'apparaître différente. Ouais, mais arrêtez de vous mettre dans la peau des autres. Mettez déjà dans votre peau à vous et respectez-vous. Et en fait, c'est vraiment ça, se respecter. Ouais, se respecter et reprendre son pouvoir, c'est extrêmement important.
On a tous besoin d'être connus et reconnus, donc n'hésitons pas aussi à nous montrer tels que nous sommes. Et puis si les personnes veulent pas, sont pas capables de comprendre, c'est peut-être que vous avez rien à faire avec elles. Parce que je veux dire, il y a rien de compliqué quand on a un invité à la table qui ne mange pas de viande ou ne mange pas de gluten. On le sait, et puis c'est très facile, hein. Et ça peut peut-être justement nous donner aussi l'opportunité d'explorer d'autres recettes que ces fameuses recettes familiales, donc on a l'habitude de se goinfrer quand on est tous ensemble, hein. Sabrina, j'ai une dernière question. Je crois bien que j'ai envie que ça devienne un peu ma question gimmick de fin. On voit que le monde part un peu à volo depuis longtemps. On a actuellement Paris qui est assiégé. Il se passe plein de choses. Je pense qu'on a, à l'ère d'Internet, toutes les connaissances pour faire le pas d'après. Souvent, quand je suis en préparation d'interview et que j'entends des personnes qui ne font que taper justement sur le système, je leur pose une question qui calme. C'est « Et maintenant, on fait quoi ?» Donc Sabrina, dans le monde actuel dans lequel on vit, qu'est-ce que vous feriez maintenant? Le premier pas que vous feriez de différent pour aller vers quelque chose de mieux? C'est pour moi, alors j'en reste sur l'alimentation, c'est déjà d'acheter de partir d'aliments simples et frais et vivants qu'on va acheter aux producteurs locaux. Ça commence déjà par là, d'une part pour soi, parce que comme ça on va cuisiner à partir d'ingrédients simples, locaux, donc relativement en général assez bons, et en plus en achetant local, on favorise aussi l'économie locale, hein. Pour moi, ça n'a pas trop de sens de parler d'acheter des produits du commerce équitable si on n'est pas déjà fichu de faire du commerce équitable local et donc de faire vivre nos producteurs. Donc peut-être manger moins parce que oui, ça peut coûter plus cher. Certains aliments sont plus chers. Donc peut-être qu'on va moins en manger, pour certains en tout cas, pour les gens qui veulent leur viande. Moi, je suis encore, j'ai dû remettre de la viande parce que le régime végétarien, en tout cas, ne convenait pas à mon corps. Donc, je mange de la viande 1 à 2 fois par semaine et du poisson 1 fois par semaine. Mais je vais faire en sorte d'aller acheter une viande de qualité à mon boucher qui vient de France. Je vais pas en acheter 50 parce qu'effectivement, c'est un certain coût. Je vais pas en manger tous les jours. Mais quand je vais en manger, je vais me faire plaisir. Et en plus, ça va faire du bien au gars qui a produit sa viande ou ses légumes ou autres dans le respect du produit. Voilà. Ouais, c'est simple et pourtant on le rappelle depuis des années. On fait toujours du mieux qu'on peut. Sabrina, votre livre est sorti aux éditions Lanor. Je vous mets toutes les informations en dessous, les liens vers les réseaux sociaux de Sabrina, son site. Évidemment, je sais que je vais avoir la question, est-ce qu'on peut encore avoir des consultations avec vous? Oui, c'est possible. Alors, je vous mettrai tout ça sous la vidéo. Évidemment, je vous remercie tous d'avoir passé cette heure-là avec nous. Je continue à vous à tendre le micro et à vous proposer des vidéos chaque semaine sur le blog, sur l'espace membre, de temps en temps aussi sur YouTube. Prenez grand soin de vous. Et le mot de la fin, je le laisse à Sabrina. Eh bien, prenez soin de vous, tout simplement. Tout simplement. Je vous embrasse plein très fort. Merci beaucoup. Merci. Si on fait ça, on a déjà fait un gros morceau du chemin et ça change déjà beaucoup de choses. Birthright for all people to be happy, strong and healthy. La santé, si on devrait la définir en tant que telle, c'est être adaptable. Toutes nos maladies sont le résultat de nos habitudes de vie. On a oublié qu'à l'autre bout, il y a un consommateur. Quand on voit les informations, bien sûr qu'il y a des trucs horribles, il y a toujours eu des trucs horribles, sauf que maintenant on les voit. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on partage le stress du monde entier. Comment voulez-vous qu'on s'en remette ?